Le départ de la navette spatiale américaine Challenger dans une demi-heure en principe. Les conditions météorologiques sont bonnes. Nouvelles attaques vietnamiennes en territoire thaïlandais contre les maquisards cambodgiens du prince Sihanouk. 4 attentats en 24 heures en Corse, attentats non revendiqués qui ont provoqué d'importants dégâts matériels. La mort d'une star du cinéma muet, Gloria Swanson, s'est éteinte à l'âge de 84 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà plus de 15 ans que les autorités israéliennes administrent ce qu'il est convenu d'appeler les territoires occupés de Cisjordanie. Et en 15 ans, les sources de conflits et les manifestations n'ont pas manqué. Pourtant, jamais encore, les autorités israéliennes, comme la population palestinienne, n'avaient dû faire face au phénomène qui, depuis plus de 2 semaines maintenant, provoque le raidissement des uns et la panique des autres. À la vague d'empoisonnement qui a frappé des centaines de jeunes filles simultanément dans plusieurs régions de Cisjordanie, s'est ajoutée aujourd'hui la rumeur très orchestrée à Naplouse sur l'empoisonnement de l'eau potable. Dans la partie arabe de Jérusalem, les commerçants ont fait grève aujourd'hui en signe de solidarité. Pour les autorités israéliennes, il s'agit en fait d'une manipulation de l'opinion palestinienne, comme l'a constaté sur place Charles Anderlin. Empoisonnement collectif ou simulation concertée, en une semaine, plus de 600 écolières palestiniennes ont été hospitalisées. Le phénomène s'est déclaré à Jenin et il vient de gagner Hébron, où cet hôpital, le seul de la région, traite une centaine de malades dont la vie n'est pas en danger. Au ministère israélien de la Santé publique, on parle d'hystérie collective. Dans tous les cas, les symptômes sont les mêmes. C'est des maux de tête, des maux de tête sévères, avec des irritations des conjonctives, rougeur des yeux et bien sûr excitation des muqueuses buccales, pharyngées. En plus de ça, ils ont toutes les malades ont eu des douleurs abdominales intenses, aiguës, à type de colique. Je pense qu'il y a une intoxication, je suis très persuadé qu'il y a une intoxication. L'origine de cette intoxication, on ne l'a pas découverte ici. Les Israéliens veulent mettre toute l'opinion mondiale dans un circuit vicieux. Le poule vient de l'œuf ou l'œuf vient du poule. Je pense qu'ils sont responsables entièrement, responsables de l'origine de ces symptômes. Dans quelle mesure la présence des caméras fait-elle monter la tension dans l'hôpital d'Hébron? Selon l'armée israélienne, toute cette affaire serait un coup monté. Elle affirme avoir arrêté à l'hôpital de Naplouse un groupe de provocateurs chargés de relancer l'agitation en Cisjordanie. Les autorités militaires ont pris des mesures préventives. Seules les familles des malades sont autorisées à se rendre à l'hôpital. Le couvre-feu a été imposé sur le centre-ville. Israël a fait appel à des spécialistes américains pour éclaircir le mystère. Quant à l'envoyé spécial de la Croix-Rouge internationale, le docteur Francesco Alter, il ne dément pas les informations de sources israéliennes selon lesquelles il ne ramène à Genève aucune preuve d'un empoisonnement collectif. Cette nuit, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit examiner la plainte déposée par le groupe des pays arabes à propos de cette affaire d'empoisonnement. Le président de l'OLP, Yasser Arafat, continue d'accuser les Israéliens de mener, je le cite, une politique de génocide contre les Palestiniens et de provoquer la panique pour les pousser à l'émigration. Yasser Arafat, qui a présidé aujourd'hui à Amman une réunion du comité exécutif de son organisation, a rencontré cet après-midi pour la 4e fois le roi Hussein de Jordanie. Le but, je vous le rappelle, est de mettre au point une éventuelle position commune jordano-palestinienne en vue des négociations pour la paix au Proche-Orient. Mais le porte-parole de l'OLP a affirmé aujourd'hui à Amman qu'il n'était pas question, je le cite, de céder au complot américain qui vise à créer un État palestinien en Jordanie. Un communiqué commun jordano-palestinien est attendu ce soir.
Dans le sud-est asiatique, aux confins de la Thaïlande et du Cambodge, un conflit s'envenime qui prend une nouvelle fois en étau des milliers de réfugiés victimes depuis des années des bouleversements politiques de la région. L'armée vietnamienne a pénétré une nouvelle fois en territoire thaïlandais pour tenter de détruire des bastions de la résistance cambodgienne qui lutte contre l'occupation du Cambodge par le régime de Hanoï. 2 chasseurs bombardiers thaïlandais ont contre-attaqué aujourd'hui. Gérard Sebag. Ces combats à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge ressemblent fort à une véritable offensive des troupes vietnamiennes installées au Cambodge. Nouvel exode pour ces populations cambodgiennes installées dans des camps le long de cette frontière depuis plusieurs années. L'objectif de Hanoï et du gouvernement pro-vietnamien installé à Phnom Penh est de détruire les camps d'entraînement de la résistance animés par le prince Sihanouk, le Front de libération du peuple khmer de M. Son Sann et les débris des combattants khmer rouges, unifiés dans une coalition anti-vietnamienne. Coincés entre les combattants, les réfugiés qui ont déjà tout perdu par 2 fois ont repris le chemin de l'exode. 200 Cambodgiens auraient été tués et plusieurs centaines d'autres blessés depuis mercredi dernier. Les forces vietnamiennes effectuant des incursions en territoire thaïlandais, le gouvernement de Bangkok renforce ses positions le long de la frontière et plusieurs accrochages ont déjà eu lieu entre les 2 armées. Mais pour la première fois aujourd'hui, l'aviation thaï est intervenue. 2 chasseurs F-5 ont bombardé et mitraillé des troupes vietnamiennes. En Europe, la vague des manifestations pacifistes organisées à l'occasion de la trêve pascale a continué de déferler aujourd'hui, surtout en Suisse comme ici et en Allemagne fédérale. Pour la 4e journée consécutive, plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé, surtout à Hambourg, à Cologne, à Francfort, à Dortmund et à Berlin, pour protester contre le déploiement des nouvelles fusées nucléaires de l'OTAN. En Pologne, les fêtes de Pâques, traditionnellement célébrées avec plus de ferveur encore que Noël, ont été l'occasion dans les églises de manifestations visiblement politiques de la part des fidèles. De la part des fidèles et non pas du clergé, qui, à l'image du primat de Pologne, a fait preuve d'une grande discrétion. Philippe Arroir. Non, ce n'était manifestement pas Noël en Pologne que vous venez de voir, mais Philippe Arroir, je l'espère, arrive. Pas d'image de Pologne, nous serons, je l'espère, en mesure de vous les montrer au cours de ce journal. En France, dernier jour de trêve dans l'actualité politique et sociale, le Premier ministre Pierre Mauroy a cependant reçu en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, René Bernasconi. Le Premier ministre clôt ainsi son tour de piste syndical après l'annonce du plan de rigueur. M. Bernasconi a expliqué à M. Mauroy les craintes de ses adhérents devant ces mesures qui, selon eux, risquent d'accroître le nombre des faillites. Il a expliqué aussi leur hostilité à l'alourdissement des charges des entreprises et aux lois Auroux jugées trop rigides. Mais elle met aujourd'hui solennellement en garde les pouvoirs publics devant la crise de confiance que vivent actuellement tous les travailleurs indépendants de notre pays. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la CGT donne les chiffres proposés vendredi dernier au Premier ministre par son secrétaire général, Henri Krasuki, des chiffres qui, selon la centrale, devraient régir les catégories imposables dans le nouveau plan de rigueur du gouvernement. Pour la CGT, l'emprunt forcé ne devrait s'appliquer qu'au-dessus d'un montant d'impôt de 15 000 francs versé en 82 et non de 5 000 comme prévu. De la même manière, le prélèvement de 1% sur le revenu imposable ne devrait pas frapper les ressources inférieures à 7 000 francs par mois. La dévaluation du franc et la nouvelle discipline imposée aux Français voyageurs par le gouvernement ne font pas que des mécontents. Ainsi, les touristes étrangers, source de devises, ont afflué en France à l'occasion des fêtes de Pâques et les hôteliers parisiens, pourtant tensés par le ministre de l'économie pour laxisme des prix, sont plutôt satisfaits, comme l'a constaté aujourd'hui Jean-Louis Calmejane. Paris, envahi par les touristes étrangers, mais Paris déserté par les Parisiens. Malgré, ou peut-être à cause du mauvais temps, les Parisiens ont délaissé Paris pour la campagne.
Du coup, au Jardin des Tuileries, par exemple, la plupart des attractions et des manèges ont fermé leurs portes. Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu ça dans la capitale. Regardez, la dame du manège n'est même pas là. Et le Guignol? Bah, le Guignol vient de le rencontrer, il vient de venir, il est parti, il n'y a personne. Pourquoi? Bah, parce qu'il n'y a pas un enfant, monsieur, il n'ouvre pas. Et vous-même, vous ouvrez aujourd'hui? Bah, vous voyez ce que je suis en train de faire? J'allais sortir mes chevaux, puis je crois qu'il va pleuvoir, si c'est ça. Je m'en vais, je les rentre et je m'en vais. Il n'y a pas d'enfant? Bah, écoutez, je peux pas mieux vous dire, il n'y a personne, alors. Je suis sincère, il y a 25 ans que je suis là, alors, vous savez, c'est catastrophique cette année ici. La pluie, les bourrasques et le vent n'ont pas empêché les étrangers de venir. Ils sont venus, ils sont tous là, qu'ils soient anglais, italiens, allemands, suédois ou américains, ou venus d'ailleurs. Ils sont donc tous là. Et bien sûr, ils photographient, du moins dès qu'un rayon de soleil les y autorise. Les meilleures affaires, ce sont sans doute les marchands de pellicules de photos qui les ont faites. Et ce sont aussi les hôteliers qui se frottent les mains depuis la dévaluation du franc. Notre clientèle est surtout composée également d'Américains pour 40%, ce qui fait que nous avons noté quand même une augmentation des réservations. Est-ce que vous avez l'impression que votre clientèle dépense plus? Oui, très probablement, étant donné que leur pouvoir d'achat est plus important, automatiquement ils ont beaucoup plus dépensé dans nos restaurants et dans nos hôtels. Disons que nous avions un week-end qui était réservé depuis plus de 3 mois au point de vue clientèle étrangère. Toute la clientèle étrangère que nous avions prévue est venue. Par contre, je pense que les effets devraient se ressentir davantage dans les 3 à 4 mois à venir sur notre portefeuille de réservation, je pense. Quant aux marchands de souvenirs, eux aussi ils se frottent les mains. Si les Français achètent moins, les étrangers plus nombreux achètent plus que d'habitude. Et cette année, il y en a assez, beaucoup d'étrangers, mais il y a beaucoup moins Français. Il n'y a pas beaucoup de Français? Moins comme l'année passée. Par contre, je ne sais pas, ils voyagent beaucoup, quelque chose qui... Et là, la meilleure clientèle pour vous, c'est quoi? La meilleure, c'est allemand et le Suisse. Évidemment, par rapport à la monnaie, c'était meilleur, c'est à haut. Pâques en Pologne, je vous l'annonçais tout à l'heure, des festivités très politisées par les fidèles à l'intérieur des églises, comme va vous l'expliquer enfin Philippe Arroir. Nous voici à l'église Saint-Stanislas de Varsovie, une paroisse ouvrière. Regardez bien, le message est limpide. Ces objets rappellent les mineurs tués après la proclamation de l'état de siège en décembre 81, des matraques, des grenades lacrymogènes, du fil de fer barbelé, une brique, le tout reposant sur un drap taché de sang. Autre message, non moins significatif, nous sommes dans l'église des Jésuites, sous l'inscription des paroles du Christ tenté par Satan dans le désert, « Je te donnerai tout cela si tu t'inclines devant moi », nous allons le voir des cubes avec des mots, devises, villa, whisky, télévision, voiture, bref, tout ce qui peut symboliser la corruption d'un régime. La tradition encore, avec ces objets bénis par le prêtre, des œufs de Pâques vendus à l'université au profit de Solidarité, le syndicat devenu hors-la-loi. Cette politisation de la fête de Pâques contrastait avec le message du cardinal Gleim qui ne faisait guère allusion à l'actualité. Le primat a traité sur le même pied les arrestations des syndicalistes et les fléaux de la vie sociale en Pologne, la drogue et l'alcoolisme. Trêve pascale rompue en Corse, 4 attentats en 24 heures, des attentats non revendiqués en Corse du Sud qui ont provoqué d'importants dégâts matériels. Pourtant, ces dernières semaines, le travail entrepris dans l'île par le commissaire Broussard et son équipe a commencé à porter ses fruits. Bruno Ledreff. Sont plus paisibles. Robert Broussard et ses hommes veillent. Des dizaines de véhicules patrouillent, des barrages de police sont régulièrement mis en place. Les poseurs de bombes semblent avoir déserté les villes. 1982, 2 ou 3 attentats par jour, certains très graves. Depuis l'arrivée du commissaire Broussard début janvier, il y en a eu 2 fois moins. Les forces de police ont trouvé une nouvelle efficacité. Disons que je suis arrivé avec certaines consignes de M. Franceschi pour d'abord essayer de redonner confiance à la population et aux services de police qui étaient quelque peu démobilisés. Et nous avons mis en place un certain nombre de structures, une stratégie qui commence à porter ses fruits. Alors est-ce qu'il y a une méthode Broussard et quelle est-elle?
Oh, la méthode Broussard, elle est comparable à beaucoup de méthodes. Il s'agit d'un travail basé sur la confiance, sur la rigueur, sur la minutie des opérations, des enquêtes. Et je n'ai rien inventé. Pourtant, les résultats sont là. Chaque jour ou presque, on découvre des caches d'armes. On trouve même au bord des routes des armes et des explosifs comme ceux-ci, abandonnés la nuit par crainte des perquisitions. Les arrestations et les inculpations sont nombreuses. Des résultats qui donnent un nouveau moral à tous les échelons de la police. Ce qui a changé, c'est surtout l'état d'esprit. C'est-à-dire on a vraiment le sentiment que les gens veulent aboutir. Pour réussir, Robert Broussard ne rechignerait pas à utiliser les bonnes vieilles méthodes. Les écoutes téléphoniques, par exemple, ici, au dernier étage de cet immeuble. On dit aussi qu'il a réussi à infiltrer les milieux nationalistes. Quoi qu'il en soit, ces méthodes de travail semblent aujourd'hui appréciées par la majorité des Corses. Monsieur Broussard n'est pas un personnage de western. C'est un homme, à mon sens, très fin, très subtil, psychologue, qui a su prendre les dimensions de leurs difficultés, de nos réalités, et qui, sans drame, sans démesure, sans à-coup, a rétabli la confiance. Robert Broussard a en effet pris soin de distinguer entre nationalistes et droit commun. Pour rétablir la sécurité en Corse, il s'est d'abord attaqué au grand, puis au petit banditisme. Ainsi, sur quelques 95 personnes arrêtées et inculpées depuis son arrivée, il y a 2 mois et demi, les militants politiques se comptent sur les doigts d'une seule main. Pourtant, le problème du terrorisme est loin d'être réglé. Pendant les 4 jours de notre présence en Corse, 5 maisons comme celle-ci, appartenant à des continentaux, ont été plastiquées. La chasse aux dynamiteurs ne peut occulter les vraies causes de la maladie corse. Il y a un problème corse. C'est pas qu'un problème de fanatiques qui utilisent la violence pour faire admettre leurs idées, c'est aussi un problème de la Corse, du développement de la Corse et de quelle voie il faut utiliser pour la mettre en voie de développement. Or là-dessus, je dois dire que il n'y a pas grand-chose qui a été fait. L'Assemblée de Corse s'occupe beaucoup de beaucoup de choses, mais apparemment n'a pas encore mis en place les idées essentielles qui vont présider à la voie de développement de la Corse, et je crois que c'est dommage. Et chaque fois qu'on oublie que c'est ça le problème, eh bien chaque fois on nourrit, si vous voulez, la violence et le terrorisme. Aujourd'hui, la Corse attend les touristes. Elle les espère plus nombreux encore après les mesures concernant les sorties de devises. Pourtant, leur arrivée massive ne suffira sûrement pas à fournir un métier aux 10 000 chômeurs de l'île. Un problème qui sera plus long et plus difficile à résoudre que celui des poseurs de bombes. C'est à 20h30 dans heure française, dans un peu moins de 13 minutes maintenant, que la navette spatiale américaine Challenger doit s'élancer du Cap Canaveral. Challenger prend ainsi la suite de Columbia, mais cette fois à son bord, un équipage de 4 astronautes aura pour mission, entre autres, de sortir de la navette pour se promener dans l'espace. Alors d'après vos dernières informations, Georges Leclerc, le compte à rebours a bien commencé et tout est prêt. Tout est prêt, Christine, nous sommes à quelques minutes de la reprise du compte à rebours, c'est-à-dire à 8h21 il va reprendre avec un décollage, comme vous l'avez dit, prévu à 8h30 que vous montrera tout à l'heure. En attendant, puisque tout va bien, puisque le ciel est bleu, au moins à Cap Canaveral, je vous propose de vous rendre compte de ce qu'est exactement cette mission en regardant le profil de la mission préparé par Patrick Esther avec Challenger pour son premier vol. Challenger sera-t-elle digne de sa sœur aînée Columbia? C'est la première question à laquelle les 4 astronautes américains vont avoir à répondre. Ces derniers mois, Challenger semblait prendre un malin plaisir à contrarier les ingénieurs de la NASA, fuite dans les tuyauteries des moteurs, grains de sable dans le satellite embarqué, etc., etc. Cette fois, plus de fausses sorties possibles. Challenger va devoir montrer ce qu'elle sait et peut faire. Seconde tâche pour l'équipage, procéder au lancement d'un énorme satellite de communication, un TDRS, le plus lourd jamais mis en orbite géostationnaire, 2 tonnes 2, 17 mètres d'envergure. En lançant 3 de ces engins dans les mois qui viennent, la navette américaine va tisser autour de la Terre un réseau de relais radio capable de capter et de retransmettre au sol les émissions en provenance de dizaines d'autres satellites, qu'ils soient scientifiques, de télécommunications, de télévision directe ou même militaires. En effet, la plupart des satellites, lorsqu'ils se trouvent de l'autre côté de la Terre, perdent le contact radio et sont donc en partie inutilisables.
Première à utiliser ce TDRS, la navette elle-même qui sera ainsi reliée en permanence avec le contrôle Houston. Autre bénéficiaire, et qui intéresse directement les Européens, le fameux Space Lab, le laboratoire spatial embarqué à bord de Columbia et lancé le 1er octobre, si tout va bien. Si tout va bien, parce que précisément, la sophistication et la conception des nombreuses expériences qui se trouveront à bord impliquent des liaisons radio avec la Terre quasiment permanentes, c'est-à-dire la présence dans l'espace d'au moins 2 TDRS. Du tir de ce soir dépend donc l'avenir de la mission scientifique européenne, une mission déjà en retard de 3 ans sur le programme prévu. Dans 10 minutes donc, très précisément, le départ de Challenger en direct tout à la fin de ce journal. Accident d'avion en Chine, 5 techniciens français travaillant vraisemblablement pour la compagnie pétrolière Total ont trouvé la mort avec les 3 membres de l'équipage chinois dans le petit avion qui devait les emmener en congé à Hong Kong et qui s'est écrasé dans les environs de Canton. Pas plus de précision pour l'instant ni sur leur identité ni sur les causes de l'accident. Inquiétude au Niger, 7 Français dont 2 enfants et leur guide nigérien sont portés disparus depuis le 30 mars dans le désert du Ténéré. Il s'agit d'employés d'une compagnie minière partie en expédition touristique. L'armée française a envoyé un avion pour participer aux recherches. Où en est l'Église de France? À l'occasion des fêtes de Pâques, vous le savez, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Elchinger, a mis en cause l'orientation de l'Église, trop sociale selon lui, et dénoncé la pénurie de vocations chez les prêtres. Pourtant, comme l'a constaté Henri Gallet dans un monastère de Saône-et-Loire, la vocation monastique attire de plus en plus de jeunes, des jeunes qui seront prêtres en l'an 2000 et qui, dans cette communauté en tout cas, viennent chercher la tradition de l'Église. J'ai 32 ans. Avant de venir ici, j'étais moine bénédictin et avant encore ingénieur conseil. Je me déplaçais à travers la France. Entre autres, je me suis occupé de la réorganisation administrative des grands hôpitaux français. Le jour de la communion solennelle, en 1962, le 17 mai, je m'en souviens comme très bien, c'était donc dans l'église et j'avais été frappé par une parole de Saint Matthieu qui disait « Priez parce que la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. » Et ça m'avait beaucoup frappé, j'avais décidé de donner ma peau au Seigneur. Leur moyenne d'âge, 26 ans. Ils ont ressenti l'appel entre 10 et 12 ans, le plus souvent au sein de la famille. Presque tous, parmi les plus âgés, ont un passé professionnel. C'est un peu le portrait robot des religieux de Rimont. Au départ, quelques étudiants autour d'un dominicain professeur de philosophie, aujourd'hui 120 moines. Les règles de la vie communautaire permettent à ces religieux de devenir prêtres s'ils le désirent. Pas moins de 42 entrées l'année dernière. Pendant la même période, l'Église de France a ordonné 106 prêtres. Alors que viennent-ils chercher sur cette colline de Bourgogne? Un enseignement surtout, mais aussi une certaine tradition. L'évangile est vivant. C'est pas un code de loi morte à laquelle il faut sacrifier. C'est quelque chose de vivant. Et la tradition, c'est ça. C'est cette transmission vivante de la parole de Dieu et de l'évangile pour que nous aussi, nous en vivions. Après le concile, la liturgie changeante, les efforts de l'Église pour adapter son langage au quotidien des hommes, nombre de jeunes parmi les chrétiens ont été désorientés. Mais il y avait les monastères. Ici, pas d'état d'âme, 5 heures de prière par jour, au service d'un idéal catholique pur et dur. Les moines vivent de dons. 2000 personnes, familles, amis, assurent la logistique de Rimont. Un frère coûte environ 1200 francs par mois. À ce prix, il faut ajouter les travaux d'aménagement du bâtiment et l'entretien du matériel. Il n'y a pas longtemps, on nous a proposé une Mercedes. Je l'ai refusé. J'ai dit aux gens, vous pouvez nous donner la somme ou nous acheter une voiture plus petite. Parce que pour nous, il y a quand même le problème, on fait quand même vœu de pauvreté, alors on ne veut pas rouler avec n'importe quoi comme voiture. Défends-nous contre... Vœu de pauvreté, vœu de chasteté, le prieur de la communauté aime citer le roi Salomon. On n'épouse pas les femmes étrangères. Entendez, les idéologies qui ne détiennent que des parcelles de vérité. À Rimont, on se consacre à l'essentiel, Dieu. Et dimanche prochain, dans notre magazine à 18h, le reportage complet d'Henri Gallet sur un jeune moine engagé à la fois dans son siècle et dans la voie de Dieu.
Et tout à l'heure, dans notre dernier journal à 23h15, Hervé Claude recevra Alain Woodrow du Monde et un représentant de l'épiscopat qui débattront de l'évolution de l'Église et aussi des démêlés entre l'Église et la télévision. Il fut pendant des années, dès les débuts du cinéma muet, le symbole même de la sophistication et de la beauté, selon les premiers canons de Hollywood. Sa carrière depuis 1919 a suivi l'évolution du cinéma américain. Gloria Swanson vient de mourir, elle avait 84 ans. Georges Bégou évoque le personnage de Sunset Boulevard. Cameras. What is it, Max? The cameras have arrived. They have. Tell Mr. DeMille I'll be on the set at once. Are you ready, Norma? What is the scene? Where am I? This is the staircase of the palace. Oh, yes. Yes. Down below, they're waiting for the princess. I'm ready. All right. Cameras. 1951, Sunset Boulevard de Billy Wilder. Inoubliable. C'était son grand retour au cinéma. Le cinéma parlant redécouvre la grande vedette du muet. Après ce nouveau triomphe, elle déclare « J'ai tout joué. Et je n'ai jamais joué deux fois la même chose. J'étais bonne actrice avant Sunset Boulevard. Les gens oublient que j'ai joué des rôles de composition pour Cécile B. DeMille. J'ai joué des rôles de composition tout au long de ma carrière à l'écran et au théâtre. » I can't go on with the scene. I'm too happy. Mr. DeMille, do you mind if I say a few words? Thank you. I just want to tell you all how happy I am to be back in the studio, making a picture again. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. Because after Salome, we'll make another picture and another picture. You see, this is my life. It always Gloria Swanson a 16 ans en 1915 lorsqu'elle tourne sa première comédie. Cécile B. DeMille l'impose en 4 films comme le premier sex symbole d'Hollywood. Au Festival de Deauville en 1980, elle se souvient. Elle évoque le cinéma américain d'aujourd'hui. L'élément principal semble être la laideur. La musique est telle que vous ne pouvez pas avoir de conversation. Tout est individuel. Jadis, quand vous dansiez avec un beau jeune homme, c'était de la poésie, ça valait la peine. Aujourd'hui, un coup sur l'épaule et hop, il n'y a aucun rapport entre les gens. Je ne comprends pas ça. L'incendie de l'Armorique, le car ferry qui a brûlé avant-hier provoquant la mort d'un passager. La compagnie soutient qu'il ne peut s'agir que d'un feu volontaire et s'apprête à déposer plainte contre X. L'argent du passager décédé que l'on croyait volé a été retrouvé aujourd'hui dans sa voiture. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Longchamp dont c'était l'ouverture. Les résultats, vous les voyez, le 8, le 9 et le 13. Les rapports pour 5 francs dans l'ordre, un peu plus de 8000 francs. Dans un ordre différent, un peu plus de 1600 francs. Si vous prenez la route ce soir ou cette nuit pour votre retour des vacances de Pâques, faites très attention car les conditions du temps ne vont pas améliorer les choses, Alain Gillot-Pétré. C'est ça. Outre que vous êtes très nombreux, pour la région parisienne, pas de problème, il fait plutôt relativement beau. Mais au sortir des Alpes, dans le couloir rhodanien, sur la Bourgogne, là, il y a encore des averses de pluie ou de neige, donc soyez prudents. Cela dit, pour demain, de nouvelles pluies à venir. Regardez-les sur la photo satellite. Voilà, il y en a une ici, et puis il y en a une qu'on ne voit pas. On en voit simplement un petit bout, mais je peux vous garantir qu'elle y est et qu'elle va arriver demain soir. Donc,
Pour demain, sur notre carte maintenant, une première tranche de pluie sur les Alpes et la Corse, celle qu'on a eue aujourd'hui, pluie et neige, puis un peu de temps variable avec un peu de Mistral et de tramontane modérée, puis une nouvelle tranche de pluie et neige mêlée en déplacement vers le nord-est, puis une tranche de variable sur l'ouest, puis de nouveau de la pluie pour le soir. Les températures, eh bien, de 5 degrés minimum dans le nord-est à 15 degrés maximum dans l'extrême sud-est et en Corse, c'est un peu en haut, c'est pas de refus avec ce qu'on a eu aujourd'hui. Demain, c'est le 5 avril, 3 minutes de soleil en plus, levé 7h23, couché à 20h25, dernier quartier de lune, la Sainte-Irène, et maintenant on va à Miami. Voilà, et encore 30 secondes et il sera très précisément 20h30. La navette américaine Challenger est donc à quelques secondes du départ, Georges Leclerc. Exactement, à 25 secondes maintenant. Elle va presque aussi vite qu'Alain Gillot-Pétré qui termine sa météo. Vous avez eu successivement toutes les phases. Le petit retard de 2 mois est complètement oublié. Maintenant, on pense aux 15 dernières secondes. Je vais vous laisser vivre les 10 dernières avec le son de la NASA. Écoutez. 7, 6, we have main engine ignition, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. Et ça part à l'heure précise, à la milliseconde. The shuttle has cleared the tower. Alors, à partir du moment où la navette s'est élevée plus haut que la tour de contrôle, c'est terminé. Cap Canaveral arrête son travail. Tout se passe maintenant à Houston. Nous allons écouter Houston qui vient d'indiquer que tout va bien, que la montée se fait parfaitement. Cette navette, c'est Challenger. Ce n'est pas celle que vous avez vue pendant les 5 premiers vols depuis avril 81. C'est une autre, beaucoup plus moderne. Patrick Esther, quelles sont les grandes différences? En fait, là, on ne le voit pas vraiment à l'image, mais la fusée qui est en train de monter est plus puissante que Columbia, la première qui avait décollé. Elle est plus puissante parce que les moteurs ont été retouchés. Ils sont en gros plus puissants de 5%, ce qui paraît pas beaucoup a priori, mais qui est considérable. Et puis, cette fusée doit monter plus vite aussi, a priori, parce qu'elle est plus légère. Elle est plus légère parce que l'orbiteur, c'est-à-dire la navette, celle qui tourne en orbite autour de la Terre, a été allégée. Des tuiles qui existaient sur les moteurs, par exemple, ont été remplacées par des plaques de silice plus légères. Et puis, elle est plus légère, cette fusée qui décolle, parce que les gros boosters qui vont peut-être plus tarder maintenant à se détacher, il reste en gros 1 minute à peu près, vont se détacher, sont plus légers que ceux qui existaient avant. Les structures ont été modifiées pour gagner du poids. Regardez cette image, on n'a jamais vu les 3 moteurs de la navette aussi clairement découpés. La grosse lueur, la grosse flamme est provoquée par les 2 fusées latérales à poudre. C'est de la poudre qui, une fois allumée, ne peut pas s'arrêter. Par contre, les 3 moteurs que vous voyez, on distingue plus tellement maintenant les 3 points lumineux. Ces moteurs plus puissants nous sont apparus comme parfaits. Voilà, on dirait que le caméraman de la NASA m'écoute et fait un zoom dessus. Vue du sol, un peu de pollution chimique, mais ce n'est pas grand-chose, c'est vite dispersé par les vents. Voilà maintenant les images fournies par les cinéthéodolites, c'est-à-dire les caméras à très longue focale, capables de voir la navette à plus de 40-50 km d'altitude. Nous sommes très précisément à 30 km d'altitude en ce moment, et la NASA nous dit que tout va bien. Vous êtes prêts pour la séparation? Regardez, des petites fusées à l'avant des 2 fusées latérales ont projeté celle-ci vers l'arrière. Elle se détache, nous sommes à 50 km d'altitude, la vitesse est plus de 4500 km à l'heure, ce n'est rien à côté d'une vitesse de satellisation, et voilà, Challenger, pour son premier vol, nous dit que tout va très bien. Nominal, la NASA n'a pas des superlatifs exagérés, elle dit nominal, ça veut dire pour elle, tout va bien, on continue. Voilà Christine, je pense que vous avez vu les meilleures images de ce décollage. Le reste, eh bien, nous vous le montrerons dans les jours qui viennent, c'est-à-dire la mise en orbite du gros satellite dont Patrick Esther vous a parlé, et aussi, en même temps, la sortie dans l'espace qui se passera, si tout va bien, jeudi. Voilà, départ réussi donc pour la navette spatiale américaine Challenger et de superbes images pour terminer ce journal à 23h15. Hervé Claude vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, Noël Mamère. À demain, 20h. Très bonne soirée. And liftoff of the orbiter Challenger and the 6th flight.